mon écran. Hop. C'est bon? Vous le voyez? Pas encore. Pas encore? Alors, c'est que je dois avoir un petit souci au niveau du partage. Toc. Arrêter le partage. On reprend partager. Voilà. Hop. Et voilà, je reviens vers vous. C'est bon? Super, c'est parfait. Bon, Alors attends, on a juste un carré noir. Peut-être que c'est ton écran Skype qui s'affiche. Est-ce que tu peux nous le décaler à un autre endroit? alors. Ouais, c'est bon, il est parti. Voilà, du coup, je ne vois plus personne. Ah, c'est pas grave. Nous, on te voit. Et puis, du coup, tu suis s'il y a des questions. Voilà. Alors, on est parti. Alors, donc déjà, bonjour à tous et à toutes. On est ravis, Mathilde et moi, de vous accueillir pour ce webinaire qu'on organise donc à deux. Et là, c'est pour cette fois-ci à distance. Donc, on va voir comment ça se passe. Mais a priori, ça va bien se passer. Ce webinaire fait partie d'un premier cycle de webinaire qu'on a appelé « Optimiser son rebond commercial avec le digital ». Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce qui serait top, c'est que vous fermiez vos micros. Là, j'enregistre la session pour vous la partager si vous souhaitez. Et si vous ne voulez pas apparaître dedans, fermez votre caméra. Voilà. Si vous avez des questions, vous avez le chat pour communiquer. Et puis, de toute façon, on aura un temps de questions-réponses à la fin où on se retrouvera tous ensemble. J'enlèverai le partage d'écran. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui? Alors, on est parti. Donc, on est toutes les deux, donc Mathilde et moi-même. Alors, je vais déjà me présenter. Véronique Arbogast. Je suis donc consultante et formatrice en stratégie commerciale. Ma marque, c'est Essetia Stratégie. Qu'est-ce que je propose en fait? Eh bien, en fait, je propose d'accroître la performance commerciale des entreprises en agissant sur les outils, la stratégie commerciale et surtout sur les personnes qui la mettent en place via la PNL. Mathilde, du coup, à ton tour. Voilà, donc moi, c'est Mathilde Toucheboeuf. Bonjour. Alors, moi, je suis consultante inbound marketing, donc c'est un gros terme. Pour dire quoi? Pour dire qu'en fait, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais accompagner les entreprises à prendre en main le digital pour venir booster leurs relations commerciales. Et en fait, là, très concrètement, depuis 5 ans, je suis à mon compte. Et donc, ce que je vais faire, c'est qu'avec les entreprises, on va chercher les bons canaux pour communiquer, pour aller identifier les clients, pour leur donner le bon message au bon moment, en fait, tout simplement. Donc, c'est une démarche web marketing qui est vraiment centrée sur l'utilisateur. Voilà. Donc, là, aujourd'hui, ce qu'on vous propose, c'est donc de réfléchir ensemble à comment est-ce qu'on peut adopter une bonne posture dans une rentrée qui est très atypique. On l'a encore entendu hier avec le discours du président. Aujourd'hui, il y a des enjeux qui sont complètement différents. Apparemment, on en aurait jusque pour l'été 2021 au moins. Voilà, donc il y a cette rentrée qui est très atypique. Excuse-moi, merci. Et il va falloir mettre en place des stratégies où on ne va plus pouvoir aller chercher des clients à l'extérieur, mais on a quand même quelque chose, un réseau à entretenir. Voilà. Et donc, je pense que Véronique a déjà des évolutions en tête. Est-ce que tu penses à des évolutions en particulier? Alors, alors effectivement, j'ai quand même écouté hier parce que tout bêtement, ça touche notre quotidien. La semaine prochaine, j'ai une formation en présentiel. Est-ce que ça sera en présentiel ou pas? J'ai envoyé un mail ce matin que moi, j'étais dispo en présentiel. Mais vous voyez, tout est remis en question parce qu'ils veulent que le télétravail soit développé. Donc, on voit que notre environnement est instable, c'est-à-dire que tous les jours, enfin, toutes les semaines, ça bouge, quoi. Donc, il va falloir, en tout cas, ce qu'on a bien compris, c'est qu'on va vivre avec ce virus. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire vivre au jour le jour. Et donc, s'adapter. C'est pourquoi, alors moi je suis quelqu'un, pour ceux ou celles qui me connaissent, je suis quelqu'un de très pragmatique. Donc j'aime bien utiliser des outils parce que ça permet de poser les pieds au sol, de s'ancrer et surtout parce que dans notre tête ça tourne beaucoup avec tout ce qui se passe, on ne sait pas par où aller, et de repartir sur des outils voilà, très concrets, et ça permet de se poser et du coup de voir les choses un petit peu différemment. Donc je vais vous parler donc tout d'abord de l'outil Pestel. Alors, cet outil, ça vous permet de prendre du recul. Alors, l'analyse Pestel, qu'est-ce que c'est? Alors, le P, ça veut dire politique. Le E, ça veut dire économique.
Le S, ça veut dire social. Le T, c'est technologie. Le E, c'est écologie. Et enfin, le dernier, le L, c'est législatif. Alors, vous vous dites comme ça. Alors, il existe des modèles, vous trouvez sur Internet. Vous pouvez reprendre des images qui vont vous permettre de trouver ça dessiné. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir que ça vous permet de voir au niveau des différents prismes, via le politique, l'économique, ce qui va vous impacter, vous et votre marché, votre environnement. Alors, évidemment, on n'est pas touché partout. Si je prends mon exemple, moi qui suis dans la formation professionnelle, quand on a été confiné au mois de mars, du jour au lendemain, il a fallu basculer du présentiel à faire des choses à distance. Donc, il a fallu s'adapter avec des outils comme Zoom, comme Teams. Du jour au lendemain, il a fallu prendre ça en main et animer à distance et en présentiel, c'est absolument pas la même chose. Donc là, c'est le prisme technologique. Oui, avec ce virus, qu'est-ce qui se passe? Je suis obligée maintenant de faire des choses à distance et donc d'utiliser, comme là aujourd'hui, on a utilisé Skype. Autre chose, au niveau politique et économique, au moment du confinement, toujours la partie formation, je parle de quelque chose que je connais, l'État a mis beaucoup plus en place, a renforcé en tout cas le FNE formation. Qu'est-ce que c'est que le FNE formation? C'est un dispositif qui permet de former les salariés qui sont au chômage partiel. Et donc, l'État prenait en charge 1 500 € par salarié, quoi. Donc là aussi, c'est à la fois le politique et l'économique qui donne du coup une opportunité pour aller dans ce créneau-là. Voilà. Mais pour l'écologie, personnellement, je me sens pas du tout impactée. Alors, quand vous avez ça, on voit effectivement qu'il va falloir faire de la veille et être à l'écoute de son marché. Comment? Et il y a encore des outils très simples que vous pouvez utiliser. Vous avez NetVibe. Alors, ça s'écrit N-E-T-V-I-B-E. Je crois qu'il y avait un S. Je sais plus. Ouais, tu les écris, super. Et du coup, NetVibes, c'est une plateforme qui vous permet, c'est un tableau de bord que vous pouvez personnaliser. C'est un outil que vous pouvez récupérer gracieusement. Il y a des abonnements, mais vous pouvez prendre la version gratuite. Moi, c'est ce que j'ai depuis 7 ans, depuis que je me suis mise à mon compte et j'avoue que ça me suffit largement. Vous avez des onglets et vous allez pouvoir mettre des mots-clés. Par exemple, si je reprends mon exemple, formation professionnelle et Covid. Et voir qu'est-ce qui se bouge aujourd'hui là-dedans. Donc, vous allez voir tout ce qui tombe sur Internet, vidéos, articles et autres, qui vont m'arriver sur ce tableau de bord. Et après, je peux faire évidemment un tri. Donc, ça, c'est pour NetVibes. Vous avez Google Alert. Google Alert, ça, c'est un outil gratuit. Vous tapez donc Google Alert sur Google et vous allez devoir donner une adresse mail. Ce que je vous conseille, c'est de donner une adresse mail à part, pas votre adresse mail pro. Pourquoi? Parce que vous allez recevoir beaucoup de liens là-dessus. Donc, c'est pareil, vous mettez des mots-clés et vous allez recevoir tout ce qu'il y a sur Internet. Et encore une fois, donc, c'est gratuit. Pourquoi faire le tour de votre environnement? En tout cas, pour voir toutes les possibilités sur lesquelles vous pouvez surfer pour mieux rebondir. Et donc, de là, quand on a fait tout ce tour sur notre environnement, eh bien, on va évidemment s'intéresser à nos clients. Et du coup, Mathilde, comment les clients vont dans cet environnement tout à fait inédit? Les clients, ils sont comme nous, ils sont perdus. Ils sont perdus parce qu'en fait, ils n'ont plus de visibilité sur leur budget. Hier, on se posait encore la question de est-ce qu'on va pouvoir partir en vacances. C'est-à-dire qu'en fait, on ne sait plus vraiment comment est-ce qu'on peut rentrer en contact avec l'autre. Est-ce qu'on envoie un SMS? Est-ce qu'on l'appelle? Est-ce qu'on met en place une visio? Et ça marche autant sur le B2B que sur le B2C. C'est-à-dire qu'on a tous les mêmes problématiques. Et ça bouge, ça fait évoluer nos manières de travailler. Et alors, en même temps, on ne va pas se mentir, c'est quand même quelque chose qu'on avait un peu commencé à s'adapter à ces nouvelles manières de travailler. On avait pris l'habitude d'aller, par exemple, chercher des informations sur un produit ou un service avant d'aller rencontrer un commercial. On avait pris l'habitude d'avoir des rendez-vous via Doodle. Il y avait déjà certaines personnes qui avaient pris des rendez-vous par visio. Donc, on sait faire. Et en même temps, là, tout d'un coup, c'est devenu obligatoire. Ça va très vite. Et tout le monde n'a pas la même aisance. Donc, en fait, il va falloir pouvoir poser un cadre. Donc, nous, en fait, comme cet utilisateur, on est face à un labyrinthe. On a plein d'outils
pour faire de la visio, pour communiquer avec les gens, pour promouvoir son message, pour expliquer ce qu'on fait très concrètement. Il va falloir trouver le bon et trouver l'outil et la manière de faire qui va le mieux déclencher l'envie de vous connaître et de travailler avec vous. Et c'est là où, en fait, on va revenir aux fondamentaux, le message, la personnalisation, la qualité de ce que vous faites vont devenir incontournables. Il faut bien sûr prendre en main des outils digitaux, mais il faut aussi se recentrer sur ce pourquoi on veut les utiliser. Et moi, j'ai un exemple, c'est-à-dire que parfois, je travaille avec des entrepreneurs et les entrepreneurs, ils passent énormément de temps à s'intéresser à la précision de leur offre, la qualité de comment ils parler de leur offre, de la valeur ajoutée de leurs produits. Mais en fait, ils se rendent bien compte que ce qui marche réellement, c'est quand tout d'un coup, ils sont en face d'un client et que là, ils parlent avec le client, ils l'écoutent, ils font ce qu'on appelle une écoute active. Je pense que Véronique reviendra là-dessus tout à l'heure. Et ils vont l'écouter. Alors, ça peut être par téléphone, ça peut être par mail, ça peut être par même LinkedIn. Mais là, il y a un échange réel et donc, ils sont meilleurs parce qu'en fait, ils parlent plus juste de leurs produits, mais ils répondent à une problématique client. Et c'est vraiment ça la différence et c'est vraiment ça qui va apporter une solution qui va être réellement efficace. Et donc, pour cela, il y a un outil qui est très pratique, qui est le persona. Alors, le persona, c'est un outil qui arrive une fois que vous avez bien compris qui était votre cible et que vous avez catégorisé votre cible en segments de cible, on appelle ça. Un segment de cible, c'est un sous-ensemble de votre cible qui… Ah, Mathilde? Mathilde? Oui, excusez-moi, c'est mon téléphone qui m'a appelé. Et c'est pas prioritaire. Bref. Donc, le persona, il est issu directement de ces segments de cible qui vont être des groupes de personnes qui vont avoir des comportements similaires. C'est-à-dire qu'ils vont tous être très à l'aise avec Zoom, par exemple, ou ils vont tous être inscrits à votre newsletter. Ils vont tous avoir des attentes qui vont faire en sorte qu'on va pouvoir les identifier et les représenter fictivement comme une seule et même personne. Et c'est ça qu'on va appeler faire des personas. Donc, les personas, c'est un terme marketing. Moi, je suis comme Véronique, j'aime beaucoup les outils parce que les outils, en fait, ils vont nous permettre de réfléchir. C'est un outil marketing qui était utilisé avant et qui est aujourd'hui renforcé par l'utilisation du digital parce qu'en fait, quand vous êtes sur le digital, vous ne rencontrez pas vos clients. Et comme vous ne rencontrez pas vos clients, il va falloir rentrer dans le détail de leurs objectifs, leurs freins, leurs comportements digitaux réellement et puis les lieux où vous allez pouvoir les rencontrer. Et peut-être que ce seront des lieux virtuels, mais peut-être que ce seront aussi des lieux physiques. Et donc, il va falloir savoir comment est-ce que vous allez pouvoir apparaître et être présent dans ces lieux physiques. Donc, c'est un exercice qui peut sembler un peu scolaire et en même temps, il apporte énormément de base à la réflexion. Moi, je sais qu'en fait, mes clients, quand ils l'utilisent, au début, c'est difficile à prendre en main et à la fin, ils ont plein d'idées qui arrivent sur leur message, sur ce qu'il faut faire, sur comment il faut parler aux clients. Il y a plein de choses qui apparaissent. Et le meilleur exemple pour moi à vous donner sur ce sujet-là, c'est la base, c'est le mail client. Le mail client, aujourd'hui, on a tous énormément, on est inscrit à tous à énormément de newsletters. Un mail qui arrive et en général, on se rend bien compte que ce n'est pas forcément des mails qui nous intéressent. Or, nous avons suffisamment d'informations sur nos clients pour savoir quelles sont les informations qui vont les intéresser. Et ce, à tous les niveaux, même quand on n'a pas une très grosse base de clients. On sait qu'il y a des gens qui préfèrent qu'on leur parle de ça ou qu'on leur parle d'autre chose. Et en segmentant sa base de mail client, on va pouvoir envoyer des mails qui vont être plus personnalisés, mais pas juste personnalisés bonjour Gertrude, sinon personnalisés dans le message et dans ce que je suis en train de dire, et donc des mails qui vont avoir plus d'impact parce que la personne, quand elle va le recevoir, elle va avoir l'impression que ce mail a été envoyé pour elle, pour répondre à son besoin. Voilà. Donc, ce que je veux vous faire comprendre, c'est qu'avec un ciblage précis, on a la base d'interactions qui vont être réussies et ça va vous permettre de comprendre le système. Enfin, mais il faut ici également, comprendre le système dans l'écosystème dans lequel vous évoluez. C'est quelque chose qui est très important. Je me trompe, Véronique ? Oui, et du coup, et encore une fois, donc moi je suis comme Mathilde, je suis Madame Outil. On va encore utiliser des petits outils comme la matrice SWOT. Alors la matrice SWOT, en fait, elle découle de l'analyse Pestel qu'on a vue auparavant. La matrice SWOT, ça va vous permettre de construire votre repositionnement et donc
je pense que vous connaissez tous, hein, c'est SWOT, c'est quoi? C'est les forces et les faiblesses de votre entreprise et pour ceux qui sont indépendants, de vous-même, et les opportunités et menaces qui découlent de votre PESTEL. Donc, si je reprends l'exemple que j'avais pris tout à l'heure sur la formation professionnelle et sur mon cas, en janvier, on avait déjà discuté avec Mathilde de webinaire et puis voilà, voilà, on n'avait pas été voir plus loin. Et puis bah, le confinement a fait que bah, j'ai proposé spontanément dans des clubs d'entreprise, dans des groupes dans lesquels je suis présente, des webinaires comme là, gratuits, pour aider les personnes à se regrouper, à se retrouver en tout cas, et de pouvoir échanger. Et du coup, bah, j'ai dû m'utiliser des outils que j'avais pas, voilà, c'était quelque chose que j'avais pas creuser plus loin. Donc ça, c'est pour la partie SWOT. Et donc, aujourd'hui, je peux dire que ma faiblesse est devenue une force. Le mapping concurrentiel, c'est de voir où vous vous situez, où votre entreprise, votre marque se situe par rapport à ses concurrents. Donc, ça veut dire quoi? Vous allez créer comme une type de carte conceptuelle. Vous allez donc positionner ces concurrents en fonction de 2 critères que vous allez définir qui sont les axes. Par exemple, moi, quand j'interviens, je montre toujours le mapping concurrentiel de l'eau où l'on voit le bien-être et le prix. Hein, et ben, on voit que Contrex et Vian sont des bouteilles qui sont plutôt situées dans le haut de gamme. Et les autres sources se retrouvent plutôt, donc c'est toujours le bien-être, mais elles sont dans des prix beaucoup plus bas. Voyez? Donc ça vous permet après, moi, si je veux créer une marque d'eau, où est-ce que j'ai envie de me situer et de savoir où est-ce que ça vaut le coup, où est-ce que je peux rebondir. Et enfin, un discours. Un discours performant, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est tout d'abord, être vous-même. Soyez vous-même quand vous allez contacter vos clients. Bah oui, parce que si vous jouez un rôle, ça va se sentir et ça va pas passer. Donc, que ce soit en rendez-vous téléphonique, en visio et en face à face, soyez vous-même. On est tous dans la même panade, on est sur le même bateau. Donc, on a besoin d'échanger. Nous sommes d'abord des humains, d'accord, avant d'être des chefs d'entreprise. Deuxième chose, préparez ces rendez-vous. Si c'est alors en face à face, j'espère que vous préparez tous vos rendez-vous, mais que ce soit un rendez-vous téléphonique et en visio, c'est la même chose, il faut les préparer. Ça veut dire quels sont mes objectifs, qu'est-ce que je veux faire, bien sûr, qu'est-ce que ça va m'apporter, qu'est-ce que je pourrais lui proposer. Voilà. Et quand on prépare ce rendez-vous aussi, c'est aussi tout ce qui est dans la communication verbale. De faire attention au moment que vous allez trouver. On est tellement dans une société anxiogène. Évitez de dire je vais vous trouver une solution. Évitez de dire je vais régler votre problème. Dites plutôt je vais trouver une solution. Soyez dans le côté positif. Redonnez envie aux gens. Redonnez enfin, j'ai envie de dire, c'est le verre à moitié vide et à moitié plein. Voyez le verre à moitié plein. Essayez de voir comment vous pouvez lui montrer là, les choses plus sur un meilleur aspect. Et enfin, dernière chose, la posture. Même, vous voyez, là, vous me voyez, je ne sais pas si vous me voyez, mais en tout cas, à distance, il est important d'avoir la même posture que si vous étiez en rendez-vous physique. On est en visio, on se voit, que ce soit même au téléphone, tout s'entend. C'est-à-dire que même le sourire, ça s'entend. Et j'ai envie de dire que là, hier, j'ai donné une formation présentielle toute la journée avec un masque, mais mon Dieu, quoi, c'est compliqué, on ne voit plus les expressions du visage. Alors, j'ai commandé des masques transparents que j'attends toujours, j'espère qu'ils vont arriver, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand vous avez des têtes, vous avez que des yeux et vous voyez que des masques, alors ceux qui ne sont pas expressifs des yeux, c'est compliqué. C'est compliqué. Et puis, quand même, vous êtes en visio, il est important de moduler l'intonation de votre voix, le débit, parce que c'est pareil, des fois, vous pouvez avoir une connexion qui n'est pas bonne, donc l'autre doit arriver à suivre, et puis bien, quelquefois, on ne voit pas toujours non plus les expressions du visage. Donc, c'est du travail peut-être en plus, mais en tout cas, faites comme si vous étiez en rendez-vous en face à face. Et du coup, quand on a vu ça, on va bien évidemment s'intéresser à nos clients. Il faut bien s'en occuper. Et j'espère que vous savez que fidéliser un client coûte 3 à 6 fois moins cher que de le recruter. Mathilde, comment on va se comporter avec nos clients alors? Eh bien justement, c'est là où en fait c'est très important,
de travailler ce lien-là. Parce qu'en fait, là, je ne suis plus du tout en train de vous parler d'un outil de persona. Les clients, vous les connaissez. Ce sont des personnes bien réelles. Vous avez très bien identifié qui ils sont, ce dont ils ont besoin. Vous avez une vraie relation. Et dans ce contexte particulier, on a tous la même envie, c'est d'être rassuré, de pouvoir parler à des gens à qui on a confiance. Et vous devez devenir cette personne de confiance auprès de vos clients, même si pour eux, en ce moment, c'est compliqué d'avoir des budgets ou de pouvoir se projeter à long terme. Je vais vous donner un exemple. Moi, je travaille avec une entreprise qui travaillait énormément sur les salons. Donc là, si vous voulez, avec ce qui est arrivé, il n'y a plus de salons. Ils ont perdu 75% de leur chiffre d'affaires prévisionnel. Donc, c'est énorme pour eux. Ça ne veut pas dire que ça va mal, mais c'est-à-dire qu'en fait, ils n'ont plus du tout de possibilité de se projeter. Donc, ce qu'on a mis en place ensemble, c'est sur leur site web, on a créé un magazine qui leur permet un magazine, c'est comme un blog amélioré, mais ça ne va pas leur permettre de parler d'eux, ça va permettre de garder ce lien qu'ils avaient en fait grâce au salon, qui était de se positionner comme des gens qui connaissaient leur écosystème, qui apportaient une vraie innovation et qui étaient intéressés justement par toutes les nouveautés de l'écosystème. Et bien, pour conserver ce lien, on est passé par le magazine. Et ce magazine, ça leur a permis justement de pouvoir après derrière ressolliciter des contacts, alors sur les prospects, mais aussi beaucoup sur leurs clients existants dont les projets se sont arrêtés, de pouvoir leur dire, mais regarde, je continue à te nourrir et de garder le contact comme ça en permanence. Véronique vous expliquera qu'ils sont devenus plutôt éleveurs que chasseurs. Ah, et que veut dire éleveur et chasseur dans le langage commercial? Alors, il y en a certains qui n'aiment pas trop ces mots un peu barbares. Si je caricature, l'éleveur est celui qui va fidéliser, qui fidélise donc ses clients. Et le chasseur est celui qui va acquérir de nouveaux clients. Aujourd'hui, je me dirige d'abord vers mes clients car c'est ce qui va me donner moins d'efforts. Et du coup, évidemment, soyez aux côtés de vos clients. Tout d'abord, les appeler pour leur demander comment ils vont. On est dans l'humain, hein, bien évidemment. Moi, c'est ce que j'ai fait dès le mois de mars. En plus, j'avais attrapé le Covid. Eh ben, j'ai fait des SMS à demander à tout le monde comment ça allait. Hein. Cette démarche, bien évidemment, fonctionne si vous êtes bien aligné, c'est-à-dire que vous êtes en adéquation dans le verbal et dans le non-verbal. Il faut que vous soyez sincère. C'est tout bête. Hein. Si vous dites vous intéressez aux clients et puis qu'on sent c'est gros comme une maison, que derrière vous faites ça, mais c'est parce que voilà, vous êtes un peu obligé, mais que l'objectif c'est de vous vendre derrière, ça va pas passer. Vous imaginez bien. Après, c'est de comprendre. Après, c'est à vous de comprendre la problématique du client et de son entreprise pour mieux l'aider. Cela veut dire écoute active. C'est une technique qui utilise à la fois le questionnement et la reformulation. Vous savez, on dit, quand on fait un rendez-vous avec un client, on dit bien, après on dit, oui, si j'ai bien compris, votre problématique, c'est ça et ça. Comme ça, on voit si on est dans la même longueur d'onde. Et l'empathie, c'est la capacité à se mettre à la place de son interlocuteur pour ressentir ses émotions et comprendre ses réactions et ses positions. J'espère que c'est clair. Car votre objectif, est bien sûr, est de vous adapter à leurs besoins dans ce contexte. Et donc, pour être à côté d'eux, la première des choses, vous avez donc des outils. On a vu tout à l'heure que on les voit, on est dans les échanges qui sont plus courts et plus nombreux. Les personnes sortent évidemment moins, elles sont plus devant leur écran. Quoique, moi, je trouve qu'en prenant les transports en commun ou les voitures, je trouve qu'on les voit beaucoup. Mais ça, c'est un autre débat. Donc, l'important, c'est de choisir le bon outil qui correspond au bon usage et au bon profil de votre interlocuteur. Et donc là, je vais utiliser l'approche PNL. Donc en PNL, on parle de VACOG, V-A-K-O-G. Donc V, c'est pour visuel. Vous avez des personnes qui sont effectivement dans le côté visuel. A, c'est pour auditif. K, kinesthésique. Alors, kinesthésique, c'est le ressenti, c'est le toucher, c'est les émotions. O, c'est pour l'olfactif. Et G, c'est pour le gustatif. Pour la plupart d'entre nous et d'entre vous, vous utilisez le côté visuel, auditif et kinesthésiste, l'olfactif et le gustatif. J'allais dire, c'est plus pour les métiers de bouche. Pour ceux qui sont en visuel ou qui souhaitent un rendez-vous programmé, je vous conseille de le faire à la visio parce qu'on a besoin. Voilà.
si vos clients vous demandent un rendez-vous en présentiel, moi ça m'arrive, eh ben, je vous conseille d'investir, donc, comme je vous disais, dans des masques transparents. C'est ce que je vous disais. Par exemple, moi, je suis passée par masque inclusif parce qu'ils sont référencés. Voilà. Donc, pourquoi? Parce qu'on voit l'expression du visage. Donc, c'est assez important. Pour ceux qui sont auditifs et qui sont aussi rarement à leur bureau, ça sera aussi le téléphone. Le téléphone, ça, faut l'utiliser. Et ça sera aussi les SMS pour poser une question, demander une réponse rapide. Et enfin, pour les kinesthésistes, donc on est dans ce que je vous disais, l'émotion et le ressenti. Ça pourrait être, par exemple, pour ceux qui ont des produits à vendre, ça peut être un échantillon. Ou ça peut être de le recontacter par visio. Du coup, Mathilde, quelle est ta vision, toi, pour choisir le bon outil? Alors là, justement, c'est un grand sujet, c'est un vaste sujet. Le bon outil, c'est l'outil avec lequel votre client, votre prospect est le plus à l'aise. Alors, une fois qu'on a dit ça, c'est facile parce que derrière, peut-être que vous n'êtes pas à l'aise avec. Donc, il va falloir trouver un juste milieu. Mais par contre, moi, ce que j'aimerais dire, c'est qu'au-delà de l'outil en tant que tel qu'on va choisir, c'est aussi trouver le bon moment pour le client, le moment où il est disponible et mettre en place un périmètre qui va permettre à tout le monde de se sentir à l'aise. Parce qu'en fait, quand on est sur un écran, on est facilement distrait par autre chose. Quand on est au téléphone, on regarde ailleurs. Donc, en fait, effectivement, vous ne captez pas tous les aspects d'un utilisateur. Donc, on va poser un périmètre et pour ça, je vous propose une certaine méthodologie qui va vous permettre de dire, déjà, quand vous contactez l'autre, on te demande la marque des masques transparents. Alors, c'est un masque inclusif. Je pense que tu peux l'écrire dans le chat. Non, je ne peux pas, je n'ai pas accès, moi. Là, je suis en partage. Du coup, c'est pour ça. C'est inclusif, si tu peux juste taper UINCLUSIF. Ça marche. Je vais le faire tout à l'heure. Je finis juste sur la partie périmètre. Donc, la première chose à faire, la première chose que moi, je vous recommande, c'est d'aller dire pourquoi vous appelez, de rappeler ce que vous vous êtes dit auparavant, peut-être, de s'assurer de la disponibilité mentale de la personne. Parce qu'effectivement, l'écran ou le fait d'être sollicité juste par un des aspects dont Véronique vient de parler, ça fait qu'on est moins attentif. Donc, il va falloir remettre la personne dans ce cadre, dans cette relation. Le deuxième élément que moi, je recommande, c'est le fait d'être honnête. C'est-à-dire que si vous appelez pour dire on va parler de ça et ça va prendre 10 minutes, et bien on ne parle que de ça et ça ne prend que 10 minutes. On ne rajoute pas un sujet de dernière minute qui va rajouter 15 minutes à la conversation. Vous avez demandé 10 minutes du temps de la personne, vous allez le respecter. Tout simplement parce que comme ça, la personne sera plus à même de prendre rendez-vous avec vous derrière une seconde fois. Et c'est tout à fait possible à la fin d'un rendez-vous de dire est-ce qu'on peut se rappeler pour parler de ça ou est-ce que tu as encore 15 minutes pour en parler? Mais tout ça, il faut le prévenir pour pas que la personne se sente coincée dans la relation qui est en train de s'établir avec justement toute cette possibilité d'être interrompue par autre chose. Et enfin, le dernier point, c'est aussi prendre le temps de répondre. L'écran, la technologie nous donne un sentiment d'urgence où en fait, il y a un mail qui arrive, il faut y répondre. On nous appelle, il faut répondre. On nous pose une question par téléphone, il faut répondre dans la foulée. Vous avez le droit de prendre le temps de répondre et de faire une proposition qui est la plus adaptée. Donc vraiment, ça, c'est 3 points qui me semblent hyper importants dans cette relation, dans cette posture de relation à distance. Et donc maintenant, je vais revenir sur les outils très concrètement. Les outils en digital, vous les connaissez, vous les utilisez. Il y a le premier, en tout cas en termes de marque, qui est le plus important, ça va être le site web. Le site web, il va vous servir à plein de choses. C'est pour ça que c'est un outil qui est très complexe à élaborer pour une marque, parce qu'en fait, il peut servir à se présenter, il peut servir à engager l'utilisateur et il peut derrière servir à fidéliser les utilisateurs. Donc, en fait, il y a plein de parcours utilisateurs possibles sur ce site web. Et donc, ça demande une réflexion particulière. L'autre aspect que vous utilisez et qui est beaucoup plus simple à utiliser, beaucoup plus naturel, ça va être les réseaux sociaux. Et en même temps, c'est simple, c'est naturel, tout est facilité. Mais sur les réseaux sociaux, il va falloir parler à des communautés. Et c'est là où il faut vraiment s'intéresser à l'autre. Si sur les réseaux sociaux, vous ne parlez que de vous, c'est en général des posts qui n'ont pas des grandes visibilités et pas beaucoup d'éléments d'interaction. Ce qui va être intéressant, c'est de proposer le message qui intéresse l'autre. Et c'est là où j'en reviens sur les personas et l'intérêt de segmenter bien sa cible.
Enfin, vous avez l'emailing. L'emailing, c'est un outil qui est très intéressant, aujourd'hui très mal utilisé, mais qui est très intéressant parce qu'il va vous permettre de réactiver des personnes où ça faisait longtemps que vous n'aviez pas eu de relation avec elles, ou bien qui vous avez un peu oublié. Et ça vous permet, un peu comme le SMS, un petit bonjour, comment tu vas, un petit coucou. Et donc, l'emailing est très intéressant pour ça. Et après, moi, j'aime bien parler d'un outil qui est un outil qui est le CRM, Customer Relationship Management, donc GRPD, je crois, en français. Non. Qui est un outil. Oui, c'est ça? Non, non, le RGPD, tu sais, c'est autre chose. Non, non, c'est le GRC. GRC. Voilà, Ouais. je me suis, ouais, j'ai mélangé les deux. Donc oui, donc moi c'est ce CRM. Ce CRM, il va vous permettre de bien structurer vos actions et de savoir ce que vous avez envoyé comme information et sur quel support à qui, pour voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Parce que justement, le digital, il va vous permettre de faire énormément d'analyse et de suivi de vos actions pour savoir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, où est-ce qu'il faut que je remette du temps et de l'énergie. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Et les outils de CRM, on a toujours l'impression qu'ils sont très chers, mais ils ont toujours une version gratuite qui est parfois complètement suffisante pour nos besoins, quitte à ce que derrière, on prenne une version payante. Voilà. Donc, par la suite, maintenant, une fois qu'on a bien travaillé ces clients existants, moi, je vous propose de regarder les clients potentiels, c'est-à-dire les clients qui sont les personnes qui sont en lien avec des gens de votre réseau. Et donc là, je commence à parler de réseau de partenaires. Alors, les partenaires, ça, c'est mon dada. Vous voyez, je prends l'exemple d'aujourd'hui. Mathilde et moi, moi je suis dans la stratégie commerciale, Mathilde dans la stratégie digitale. C'est un partenariat. D'accord? Là, on a fait un webinaire, on a fait une formation aussi en juin, on va en faire une autre en décembre. Voilà, parce que c'est complémentaire. Donc, comme vous voyez, les partenaires font partie de vos prescripteurs. Ce sont des entreprises qui ont la même cible que vous et qui peuvent être en concurrence ou pas. Hein. Moi, je parle de confrères. Mes concurrents, je les appelle des confrères. La concurrence, il ne faut pas la voir comme toujours quelque chose de négatif. Il faut voir que ce sont des personnes qui font peut-être à peu près le même travail que vous, mais d'une autre manière. Et du coup, peut-être sur un autre aspect. Et ça permet, si vous travaillez avec cette personne, d'élargir votre spectre d'offres. Donc là, par exemple, nous, avec Mathilde, on n'est pas du tout en concurrence puisque elle est dans le digital et moi dans le commercial. Et j'ai envie de dire, moi, je vais intervenir peut-être d'abord en amont et puis Mathilde, elle va être de la partie derrière pour pouvoir définir toute la stratégie digitale. Alors, pardon? Et sa mise en œuvre. Et sa mise en œuvre. Et donc, pour cela, on fait un point avec, si on a déjà des partenaires, faire un point aujourd'hui, parce que c'est eux qui peuvent aider à avoir un rebond, ou de voir où sont ces fameux partenaires. Si enfin on trouve quelqu'un où on réactive, ou en tout cas on trouve quelqu'un avec qui on pourrait travailler, il faut déjà vérifier si vous êtes sur la même longueur d'onde, si vous avez les mêmes valeurs, si vous êtes dans l'échange. Ça, c'est hyper important parce que si la personne n'est là que pour prendre et ne vous donne jamais rien, évidemment, ça ne va pas aller. Il y a d'ailleurs un groupement d'employeurs, un groupe d'entrepreneurs, qui dit d'ailleurs donner pour recevoir, qui a cette devise. Mais bon, ça, c'est valable pour tout le monde et c'est vrai. Si vous voulez de l'échange, on est dans un modèle gagnant-gagnant. Si la personne prend vos infos, vos recommandations et ne partage pas du tout ces infos et ne vous recommande pas, n'allez pas plus loin, quoi. Ne perdez pas votre temps. Si c'est OK, alors réfléchissez à monter une offre ensemble, testez-la, et puis quand vous la connaissez bien aussi, commencez à la recommander. Donc voilà ce que je peux dire, en tout cas pour le pourquoi. Ensuite, les plus que ça va apporter à votre avis. Déjà, vous n'allez pas être tout seul. Pas être tout seul pour mieux répondre aux besoins de vos clients. Ça permet de se motiver, de lever des freins. On ose plus quand on est à plusieurs. Donc ça, franchement, pensez-y. Moi, je trouve que c'est déjà quelque chose de fondamental. Après, évidemment, ça permet différemment. Vous allez apprendre à vous connaître. Vous allez organiser donc du coup cette prospection chacun de son côté et avec une nouvelle vision de vos clients potentiels. Et enfin,
vous allez gagner en visibilité vis-à-vis des clients de votre partenaire, mais aussi de ses prospects, de lui-même aussi, et puis inversement, bien évidemment. Hein, je vous rappelle qu'on est dans l'échange. Et qu'est-ce que ça vous dit? Ça vous offre tous les champs des possibles. Vous avez un nouvel horizon, de nouveaux marchés, de nouveaux fournisseurs, de nouvelles méthodes, enfin que des avantages. Et pour vous donner un exemple, le webinaire qu'on avait fait le mois dernier, ça a réactivé quelqu'un que j'avais connu il y a 5 ans, 6 ans. On a fait d'échanger ces derniers temps et encore hier soir, et on est en train de monter peut-être une offre en réalité virtuelle. Donc, pour vous dire que, vous voyez, à tout moment, vous pouvez réactiver des contacts que vous avez eus auparavant. Alors, comment on va faire, Mathilde? Alors, quand on parle de partenaires, on parle de gens qui sont déjà proches. Donc là, tu avais bien expliqué comment mettre en place les bonnes pratiques. Mais après, il y a les autres, en fait. Il y a ceux où, justement, on ne sait pas encore trop ce qu'ils font, pas encore trop ce qu'on fait. Et là, il va falloir leur faciliter la tâche. Il va falloir faire en sorte qu'ils puissent parler de vous, qu'ils comprennent qui vous êtes et qu'ils aient envie de vous rencontrer. D'accord? Donc, on n'est plus dans une démarche de prospection, mais de prospection de partenaires un petit peu quand même. Et la première étape, ça va être donc de travailler son image de marque sur le web. On va parler de personal branding ou bien de e-notoriété. Bref, c'est faire en sorte que votre message soit compris et régulièrement mis en valeur sur vos supports pour que d'autres puissent le mettre en valeur sur leur support. Ça veut aussi dire mettre en valeur ceux des autres. Hein, c'est ce que tu nous disais tout à l'heure. Donc, vous pourrez faire en sorte d'être identifié comme expert sur votre sujet d'activité. C'est en général ce qu'on cherche à faire. Mais c'est aussi intéressant d'aller chercher ce qu'on va appeler plutôt des soft skills, où on va comprendre que vous êtes quelqu'un d'ouvert. On va comprendre vos valeurs et donc les gens vont se retrouver dans vos valeurs. On va comprendre votre manière de travailler. On aura envie de le faire avec vous. Voilà, le partenariat, il se met en place sur beaucoup de choses et principalement des choses d'ordre émotionnel. Et donc, pour aller chercher une offre commune, pour aller chercher des stratégies pour relayer les messages les uns des autres, il va falloir proposer des relations concrètes et humaines. Voilà. Et donc là-dedans, on est vraiment sur faire en sorte que l'autre soit fier de nous. C'est-à-dire qu'en fait, quand on vous recommande ou quand vous recommandez, vous avez envie que les gens vous permettent de bien vous faire voir, en tout cas, donnent une bonne image de vous. C'est la continuité de votre image. C'est quelque chose qui est très important. Donc, pour le faire, effectivement, vous allez lister les personnes, essayer de les comprendre, trouver les messages communs que vous avez. Et quand je parle de messages, je ne parle pas d'offres, je parle vraiment de qui vous êtes. Et ensuite, faire en sorte d'interagir avec eux pour pouvoir leur fournir les meilleurs messages et finalement arriver à une rencontre qui, même si elle est par visio, est une vraie rencontre où vous allez parler avec des gens. Moi, j'ai créé durant le confinement des partenariats, 2 partenariats assez forts. Des gens, je ne les ai toujours pas vus. Toujours pas, parce qu'en fait, confinement, puis rentrée, puis voilà, maintenant, ce qui se passe, on ne sait pas trop. Et voilà, et pourtant, maintenant, on fait des vidéos, je sais quelle tête ils ont, mais je ne les ai toujours pas rencontrés physiquement. Et c'est possible, et ça marche bien. Voilà. Donc, notre webinaire touche à sa fin. Pour conclure, en fait, nous, ce qu'on a identifié, c'est 3 axes importants pour gagner justement en posture dans cette rentrée qui est complètement atypique. C'est donc de prendre le temps de faire un point et d'être attentif à son environnement, son écosystème, ce qui se passe. D'aller aussi bien comprendre qui sont vos clients, de quoi ils ont besoin et comment est-ce que vous pouvez leur répondre. Et ensuite, d'aller à la rencontre de l'autre en activant un réseau de personnes qui vous connaissent déjà de plus ou moins loin, mais avec pour objectif de créer des synergies qui seraient des synergies positives, en fait, tout simplement. Voilà, j'espère que tout ce qu'on vous a partagé pendant ces 40 minutes vous a permis d'avoir plein d'idées, va vous permettre de pouvoir rebondir un peu pendant cette rentrée. Et si vous avez des questions, mais on est à votre disposition pour y répondre. Voilà. Et ben, du coup, je vais enlever le partage et j'espère que ça vous a plu. Alors, vous pouvez ouvrir les micros, hein, parce qu'on n'est pas très nombreux. Alors, De rien. Je trouve que c'est très, très dense comme contenu. J'ai besoin d'y réfléchir maintenant et de mettre un petit peu en œuvre certaines choses, mais peut-être pas tout en même temps. Voilà. Oui, puis alors de toute façon, j'ai enregistré
Donc, Ah, c'est sympa.